Donc, bonjour à tous, merci d'être présents sur ce premier webinaire My Data Solutions co-organisé avec le CIH. My Data Solutions est un cabinet qui accompagne les structures hospitalières, les structures de santé, les structures médico-sociales et sociales sur la thématique de la protection de leurs données. Protection des données de santé, protection des données patients bénéficiaires et bien sûr protection des données aussi agents et collaborateurs. Nous intervenons sur l'aspect réglementaire donc, du fameux RGPD, Règlement général sur la protection des données. Et moi-même, Élodie Royer, je suis directrice du développement. J'accompagne de nombreux projets de conformité RGPD sur les Dom et sur la France métropolitaine auprès d'établissements de santé et des établissements médico-sociaux. Du coup, notre champ d'intervention dans le cadre du CIH est cadré dans le cadre d'un marché que nous avons remporté en pole position. Donc, nous sommes assez fiers d'avoir obtenu une note technique la plus haute. Nous accompagnons d'ores et déjà beaucoup d'établissements sur les enjeux liés à la cartographie de leur traitement, les registres, le fameux registre de traitement RGPD, les analyses d'impact et du conseil globalement sur comment mettre en œuvre la protection des données versus RGPD dans le cadre de démarches liées aux enjeux du numérique dans le système de santé, dans le système informatique de santé. Je vais passer la main donc maintenant à David. David Senati, notre invité, qui nous fait le plaisir de participer aujourd'hui en tant que co-animateur sur ce webinaire. David est directeur de projet à la délégation ministérielle au numérique en santé. David, je te laisse te présenter. Merci. Merci Élodie, merci, bonjour à tous. Merci de l'invitation, l'opportunité aussi de vous présenter nos travaux. Donc David Senati, je suis directeur de projet effectivement à la DNS. La DNS, c'est la structure ministérielle qui pilote la feuille de route du numérique en santé. C'est une petite structure, la DNS. On est une dizaine de personnes qui pilotons ces chantiers avec évidemment des bras armés sur les différents territoires et au niveau national, notamment l'Agence du numérique en santé, les ARS, les GRAD et les autres agences de la santé qui, avec nous, déploient cette feuille de route au quotidien. Voilà. Et moi, en ce qui me concerne à la DNS, donc je suis en charge de la conformité à la doctrine, donc tous les sujets liés à des procédures référentielles, etc., et leur conformité, notamment vis-à-vis des industriels. Je m'occupe de tous ces sujets, c'est assez transverse, et également de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Les actions de la feuille de route qui sont autour de l'accompagnement des acteurs, en général, je les pilote ou je les copilote. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur de mon côté. Merci Élodie, David. Alors, écoutez, peut-être pour recadrer donc le cadre le thème de ce webinaire plus précisément. Donc, l'objectif de ce webinaire est de passer en revue, alors rapidement, parce que bien sûr, on ne pourra pas tout voir en une heure sur les enjeux du numérique en santé à l'horizon 2022. Mais il faut savoir donc que le projet Ma Santé 2022 est un engagement collectif au niveau national, qui est une réforme du système de santé qui avait été annoncé en 2018 et qui s'est concrétisé en juillet 2019 donc par une loi qui a été adoptée, loi relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, portée par le ministère de la Santé, donc notamment Agnès Buzyn. Et ce projet, cette réforme qui a donné lieu à une loi, donc, est portée par une feuille de route, tu m'arrêtes si je me trompe, David, mais portée par une feuille de route au national. Et cette feuille de route au national comporte 5 grandes orientations et bien sûr se décline en plan d'action. Et cette feuille de route 2019-2022 est actuellement déployée. Alors c'est vrai que la situation, la crise sanitaire actuelle et le Covid a peut-être ralenti ou freiné certains chantiers, certaines actions. Mais en tout cas, le bilan est quand même assez positif. Déjà, à l'issue
2020, puisque de nombreux chantiers se sont lancés autour de cette feuille de route que nous allons effectivement vous présenter, surtout voilà, en faisant le focus sur certaines actions et certains chantiers qui sont stratégiques, on va dire, pour le système de santé, vos établissements et globalement peuvent avoir un impact évidemment sur le SI de vos établissements, puisque là on parle notamment de ICPS, on parle de téléservices, on parle d'interopérabilité renforcée, on parle de convergence, d'outils de convergence. Voilà, donc tout ça a un impact bien sûr sur votre système d'information, sur le management des établissements et sur l'accès aux soins par les patients, puisque l'objectif est effectivement une optimisation du système de santé français et bien sûr orienté usager et orienté patient. Donc peut-être je vais essayer de vous partager donc à tous le document d'ailleurs que tu maîtrises bien, hein, David, qui va nous servir de support, hein, qui présente la feuille de route et les grands axes. Donc pour vous les présenter, alors hop, je vais partager mon écran tout de suite. Voilà, on va aller sur ce document-là qui nous présente voilà, les grandes orientations. Excusez-moi, je fais défiler, j'espère que je ne vais pas vous faire mal au cœur. Voilà. Donc, la feuille de route Ma Santé 2022, donc comme je l'ai précisé tout à l'heure, ce sont 5 grandes orientations et une trentaine d'actions qui se déclinent évidemment par thématique. Donc, la première orientation, c'est renforcer la gouvernance du numérique en santé. On a effectivement sur cette axe des questions qu'on abordera avec David tout à l'heure, des questions d'éthique hein, notamment hein, en santé. On a une deuxième orientation qui est d'intensifier la sécurité et l'interopérabilité du numérique en santé. Et là, on pourra effectivement aussi faire focus sur certaines actions bien précises, notamment l'INS. On a la troisième orientation qui est accélérer le déploiement des services numériques socles. On va parler de e-prescription, DMP, même si certaines terminologies ne sont pas nouvelles, peut-être que la manière de le déployer ou de les redéployer, elles vont peut-être être un peu plus innovantes. La quatrième action, déployer au niveau national des plateformes numériques de santé. On va parler de messagerie sécurisée, notamment, des choses comme ça, n'est-ce pas, David ? Et puis, la cinquième orientation, soutenir l'innovation et favoriser l'engagement des acteurs. Et là, c'est ton dada, hein, ton cheval de bataille, David, l'innovation en santé, de par ton parcours et ton expérience. Et tu nous parleras aussi de Genius. Hein, donc, je vais vous laisser nos participants découvrir ces grandes thématiques et les focus actions. Alors, je te passe la main, David, sur la présentation. Voilà. Est-ce que tout le monde voit bien Est-ce que c'est assez grand comme ça? Oui, je pense. Voilà. Ok, ben merci Elodie de cette mise en bouche. Donc, effectivement, la feuille de route du numérique en santé, c'est comme l'a dit Elodie, 30 actions. Qui sont souvent, et peut-être certains d'entre vous ont déjà vu ce schéma en fait a déjà assisté à des événements ou des conférences là-dessus, mais je vais leur réexpliquer le pourquoi c'est sous forme de maison, c'est assez important aussi, c'est cette allégorie avec le domaine avec la ville et l'urbanisme. Aujourd'hui, quand on est dans une ville, les pouvoirs publics créent les routes, les infrastructures, toute si vous voulez, l'urbanisation socle pour qu'ensuite les industriels construisent des maisons sur cette base, donc ce plug au tout à l'égout, ce plug au service d'électricité, etc. Et jusqu'à présent, les rôles en fait des acteurs dans le domaine de la santé cette fois-ci étaient un peu, si vous voulez, difficiles à percevoir. On avait des acteurs, pour prendre l'allégorie de la ville dans le domaine de la santé, on avait des acteurs du public qui faisaient des fois des maisons et des acteurs du privé qui des fois s'amusaient à faire des routes. Et là, l'idée, c'est vraiment d'essayer, avec cette stratégie, de remettre les choses dans les bons rails. Non pas qu'à l'époque, les choses étaient mal faites, mais elles étaient faites dans un contexte où le secteur était pas moins pris en main politiquement, moins accompagné, moins régulé. Et il était grand temps en fait d'accompagner l'ensemble des acteurs que vous êtes pour vous faciliter la vie et faire en sorte que vos projets
se développe correctement et vous focalisez sur la valeur ajoutée plutôt que le redéveloppement de référentiels et de services socles. Vous perdez du temps, de l'argent à le faire, alors que c'est au pouvoir public de le faire et de vous faciliter la vie, et vous de vous focaliser sur les valeurs ajoutées du service et non pas sur le redéveloppement d'un service socle qui existait déjà. C'est le contexte de base. Et donc, on voit du coup dans cette maison que vous avez à l'écran, tout en bas des référentiels socles. Donc, ce sont un peu toute la tuyauterie qu'on met à votre disposition quand vous développez des projets pour que vous puissiez vous plugger dessus et respecter l'ensemble de ces référentiels afin de favoriser le déploiement de services sécurisés, interopérables et éthiques. Donc, c'est ces trois grands piliers, hein, éthique, sécurité, interopérabilité, que vous voyez tout en bas. Sur chacun de ces piliers, vous avez différentes actions. Dans l'éthique, donc l'éthique, c'est un gros sujet qui est porté par la France et vraiment quelque chose d'assez inédit pour un État membre en fait au niveau européen. On souhaite vraiment que l'éthique soit quelque chose qui soit porté. C'est une spécificité française où on a tendance effectivement à s'intéresser à ces sujets-là qui sont d'ailleurs des fois, parfois, un petit peu dispersés dans certaines réglementations, mais pas que. Donc là, le sujet éthique, c'est des groupes de travail ont été mis en place. Donc il y a 10 groupes de travail qui planchent sur cette question de l'éthique. Concrètement, ça veut dire quoi l'éthique du numérique en santé? Ça se matérialise comment? Donc, notamment, dans ces groupes, on a, ça peut vous intéresser, puisque vous êtes souvent, je crois, des établissements, d'après ce que j'ai pu comprendre, qui nous écoutent aujourd'hui. Notamment, certains groupes travaillent sur des grilles d'évaluation éthique de vos systèmes d'information hospitaliers, par exemple. Ces critères-là, éthiques, vont pouvoir ensuite être réutilisés par la DGOS dans leurs programmes, vous savez, des programmes type Open, etc., des programmes d'évaluation de la conformité de vos systèmes. Donc, c'est dans ces groupes de travail que se conçoivent un petit peu toutes ces notions-là. Donc, je vais donner un exemple, mais il y a d'autres exemples du style des codes de déontologie pour les professionnels de santé. Hein. Les ordres professionnels, aujourd'hui, ont tous certains noms ont des codes de déontologie qui n'abordent peut-être pas assez les sujets numériques et la relation entre les professionnels et les patients dans ce cadre. Donc, également, il y a des sujets autour de cela. C'est ces sujets que vous ne voyez pas écrits en bas. Sur le côté à gauche, ce sont ces groupes de travail dans cette boîte à outils éthique. Sur le volet sécurité, on a 3 colonnes, vous voyez, dans ce bloc, avec des sujets autour de la cybersurveillance, donc avec une action renforcée au niveau du ministère, avec notamment l'ANSSI et les fonctionnaires de sécurité au niveau du ministère pour renforcer la cybersurveillance, notamment au niveau des établissements de santé, parce qu'on sait à quel point vous êtes de plus en plus les victimes et les cibles pour des différents types d'attaques. C'est des sujets qui vous occupent beaucoup. Donc, il y a des webinars, des formations, des opérations de sensibilisation, des audits qui sont menés afin de vous accompagner dans cette démarche-là. Ensuite, on a sur la partie sécurité, vous voyez 2 autres colonnes. Une avec à marqué AppCV, France Connect, INS. C'est la colonne citoyen. C'est les référentiels d'identification et d'authentification des citoyens dans les systèmes d'information. L'AppCV, c'est l'application carte vitale. Donc, l'assurance maladie travaille sur la dématérialisation de la carte vitale, qui est aujourd'hui un morceau de plastique dans votre portefeuille. Demain pourrait être une application mobile avec, vous voyez, tout ce qu'on peut après tirer derrière en termes de fluidité du parcours, de sans contact, etc., pour améliorer l'expérience utilisateur de vos logiciels, de vos outils, hein, outils professionnels, par exemple. France Connect, que vous connaissez probablement tous et qui n'est pas forcément lié à la santé, mais qui est le moyen d'identifier les citoyens, c'est peut-être des choses qu'on utilise pour payer des impôts, etc., vous voyez. Et donc, ces mécanismes-là également peuvent être également appliqués dans le domaine de la santé quand on veut identifier un citoyen sur la base d'un référentiel un peu propre, si vous voulez, socle, où on peut se baser sur une base de citoyens. C'est sur cette base-là qu'on peut également tabler avec ce France Connect, qui est un SSO, hein, un système qui vous permet de faciliter l'identification avec un seul clic, un peu comme on se connecte à Facebook, se connecter avec, c'est la même chose avec France Connect. C'est ce genre de système-là qui facilite la clé d'entrée dans un système. Et l'AppCV et France Connect, par exemple, et tous vos systèmes d'identification des citoyens doivent se baser sur l'INS. L'INS que vous voyez en violet sur cette petite colonne sécurité patient, l'INS, donc l'identifiant, qui permet de manière univoque d'identifier les citoyens sur la base du NIR plus 5 traits d'identité de la personne, qui permet vraiment de caractériser un individu et donc de les séparer avec tous les ayants droit qui peuvent avoir le même NIR en fait. Hein. Là, le sujet, c'est que l'INS est vraiment à la maille de l'individu.
Aujourd'hui, dans vos systèmes d'information, dans les systèmes qui existent au niveau des régions, de l'ensemble des territoires, l'INS est en train d'être implémenté, puisque c'est une obligation depuis le 1er janvier 2022, donc depuis 14 jours. L'objectif est d'identifier des citoyens avec à la maille de cette INS afin de pouvoir chaîner leurs données dans le parcours de soins. C'est-à-dire que quand vous êtes un établissement aujourd'hui de santé, que vous produisez une donnée de santé qui va circuler à l'extérieur et que vous l'envoyez à un professionnel de santé de ville ou à un autre établissement, etc., dans ces logiques de parcours, ou que vous le stockiez dans un dossier patient type DMP, etc., vous avez besoin d'identifier la personne. En fait, la donnée de santé, elle circule, il faut qu'elle circule avec l'identifiant de la personne. Et donc, vous êtes amené maintenant à utiliser l'INS. Jusqu'à présent, chaque établissement ou certaines régions déployaient en fait des identifiants régionaux et qui, si vous voulez, étaient au périmètre géographique de l'établissement ou de la région qui utilisait son propre identifiant. Aujourd'hui, pour faciliter les parcours des individus et de la donnée de santé au sein du système de santé, il est nécessaire vraiment de rendre cette INS obligatoire et donc il est opposable depuis le 1er janvier 2022. Désormais, ayez bien ça en tête quand vous êtes sur vos projets d'SI hospitaliers ou autres, ou tous les systèmes d'information qui collectent de la donnée de santé et qui vont l'envoyer à des professionnels. Il est important que vous puissiez chaîner cette donnée avec l'identifiant national de santé. Les équipes de l'ANS sont à votre disposition pour davantage vous acculturer à ces sujets si besoin. Des webinaires sont organisés très régulièrement. De la documentation synthétique est à votre disposition sur le portail Genius, j'y reviendrai ensuite, et des experts ANS également. Donc vraiment, on est aujourd'hui dans une phase d'implémentation active et le premier établissement, c'est la PHM qui a, il y a maintenant quelques mois déjà implémenté cette INS. Donc c'est possible, ça se fait bien, même dans les très grosses structures. Voilà. Ensuite, on a une autre colonne, la colonne, vous voyez marqué ICPS, Pro Santé Connect, RPPS, FINES, ROR, c'est la colonne professionnelle de santé. Les moyens que l'on a pour identifier et authentifier les professionnels de santé quand ils vont se connecter à un service. Donc, évidemment, on a le RPPS, le répertoire des professionnels de santé, qui va s'élargir, c'est pour ça qu'il y a le petit plus, RPPS+, à d'autres types de professions. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez utiliser ce RPPS au sein de vos logiciels, mais il manque des professionnels. Il manque par exemple des infirmiers qui sont en cours de switch aussi. Il manque aussi tout le médico-social, par exemple. Donc, quand vous voulez identifier un professionnel qui n'est pas dans le RPPS, ça devient vite compliqué. FINES, c'est le répertoire des structures cette fois-ci. Voilà. Donc, pareil, plus parce que FINES+, parce qu'on va également enrôler les structures médico-sociales. Au-dessus de ça, quand vous identifiez une structure ou un professionnel à l'aide du RPPS ou du FINES, il vous faut aussi l'authentifier. Donc, c'est ce qui est en orange. Donc, la manière dont prouver que c'est bien cette personne, c'est bien la personne qui a rempli son RPPS, c'est bien elle en face. C'est un peu comme quand vous rentrez vos codes de carte bleue et quand vous envoie un SMS chez vous. Vous voyez, c'est un peu le même genre quand on paye en ligne. On vous rentrez un code et après on s'assure que c'est quand même vous avec un moyen fort, physique. On sait que c'est vous. Enfin, c'est censé être vous. On présume que c'est davantage encore sûr que ce soit vous. Donc, c'est un peu ça l'idée. Donc, avec Pro Santé Connect et la ICPS. Donc, la ICPS, c'est quoi? C'est pareil que pour la carte vitale. C'est pour ça que c'est en face. C'est on dématérialise encore un morceau de plastique. La carte CPS aujourd'hui, la carte professionnelle de santé, elle est souvent d'ailleurs prisonnière. Vous savez, hein, vous le savez mieux que quiconque, vous travaillez dans les établissements notamment, hein, elle est prisonnière d'un lecteur. Des fois, le professionnel de santé l'a mis quelque part et il est parti ailleurs, en fait. Hein, et donc, il est nécessaire pour le professionnel de santé de dématérialiser cette carte afin de pouvoir s'authentifier autant de fois que nécessaire dans différents systèmes d'information au sein de sa structure, au sein de son parcours professionnel, au sein de son activité professionnelle, tous les jours, sans avoir à retirer la carte d'un endroit où elle est censée être bloquée. Voilà, je pense notamment aux professionnels de santé, notamment aux pharmaciens, qui ont la carte bloquée dans le serveur de la pharmacie, et c'est difficile pour eux d'utiliser la carte CPS pour se connecter à d'autres outils, puisqu'elle est bloquée dans le serveur, et s'ils l'enlèvent, il n'y a plus aucune transaction qui peut se passer dans leur officine. Ça, c'est un exemple assez caricatural. Donc, la ICPS permet d'utiliser la carte et de pouvoir l'avoir à tout moment, si vous voulez, un jumeau numérique de cette carte. C'est pas une mince affaire et ça, c'est en cours de déploiement. Et grâce au Covid, on a une courbe exponentielle d'utilisation de cette ICPS parce que les professionnels de santé ont été amenés à communiquer des résultats de tests ou des résultats maintenant de vaccination en utilisant ce moyen d'authentification de ICPS. En dessous d'ICPS, on a la Pro Santé Connect, qui est le pendant de France Connect, donc le système SSO, donc le fédérateur d'identité qui permet de faciliter l'authentification d'un clic. Donc, se connecter avec France Connect, vous voyez une sorte de logo, clac, le professionnel clique,
Ça se base sur l'ICPS, ça permet aux professionnels de santé, lorsqu'il s'est déjà enrôlé une première fois, qu'il s'est préinscrit sur ProSanté Connect, de facilement accéder, de facilement s'authentifier à des services de manière assez fluide, sans avoir à re-rentrer des codes, etc., etc. Donc voilà, c'est important aussi sur ces référentiels-là, hein, Elodie, sur à la fois l'INS et le pendant professionnel, parce que c'est des sujets qui vous touchent tous de près. Sur le côté à droite, vous avez l'interopérabilité. L'interopérabilité, c'est la manière dont les logiciels communiquent entre eux, le fait qu'ils parlent la même langue, de manière la syntaxe et la sémantique. Il y a différents types d'interopérabilité. Et donc, il y a aujourd'hui un gros sujet, notamment autour des terminologies, donc des différents dictionnaires, des librairies, si vous voulez, de termes qui sont utilisés par ces logiciels pour que les logiciels puissent se comprendre. Notamment quand on parle de prescription, on parle de médicaments, il faut qu'on utilise les mêmes bases de données, et même la même version de base de données. Parce que sinon, un logiciel parle un langage, l'autre ne comprend rien, et du coup, là, le parcours patient, là, il est complètement foutu. Donc ça, c'est majeur, l'interopérabilité. On a une équipe à l'ANS au sein du CGTS, donc un centre de gestion des terminologies de santé, qui a été créé et qui permet vraiment de mettre l'accent sur ces sujets et de les développer avec toute une comitologie autour du cadre d'interopérabilité, où on crée des volets de contenu, donc des manières pour les logiciels d'utiliser des langages, des syntaxes, des termes pour communiquer entre eux. Ça, c'est majeur. Tous ces référentiels SOC, donc toute la base de la maison, on a ensuite les services SOC. Les services SOC sont les services qui sont développés par la puissance publique et qui vous permettent de faciliter vos déploiements d'outils informatiques sans avoir à redévelopper un énième, par exemple, un énième DMP. Donc, on trouve dedans la messagerie sécurisée entre professionnels que vous connaissez, je ne reviens pas là-dessus, le DMP que vous connaissez, l'agenda, je reviendrai quand je parlerai de l'espace numérique de santé, la e-prescription. La e-prescription est un projet qui est mené par l'assurance maladie qui permet de dématérialiser les ordonnances entre le professionnel prescripteur et le prescrit à l'officine afin de faire en sorte que le contenu de l'ordonnance soit sur un serveur de l'assurance maladie, que le professionnel de santé, pharmacien, lorsqu'il reçoit l'ordonnance, le patient arrive avec son ordonnance avec un QR code, il n'est qu'à scanner, le contenu de l'ordonnance réapparaît dans son logiciel. Ça permet du coup d'éviter la fraude, d'éviter les fausses ordonnances, etc. Donc, vous voyez qu'il y a un lien entre le prescripteur qui envoie, le logiciel du prescripteur qui envoie les données à l'assurance maladie ensuite les renvoie au pharmacien. Et le patient, du coup, circule avec son ordonnance papier et en fait un gros QR code qui permet d'identifier ce document, l'authentifier de manière formelle avec son contenu qui est dématérialisé sur le serveur de l'assurance maladie. Je vous invite à en savoir davantage et à vous aller consulter la doctrine technique sur la prescription, parce qu'il y a plein de sujets d'interopérabilité, etc. Donc, je ne vais pas y revenir. Je ne vais pas le traiter aujourd'hui, mais c'est un sujet important aussi. Au-dessus du service socle, nous avons des plateformes numériques de l'État, avec notamment l'espace numérique de santé. Donc, je vais aborder ce point-là, qui est hyper important. Il faut absolument que vous l'ayez en tête. Au 1er janvier 2022, donc c'est-à-dire très bientôt, dans moins d'un an, tous les Français auront d'office un ENS ouvert, un espace numérique de santé. Donc, on aura 60 personnes qui auront un ENS ouvert. On sera plus du tout dans la même dynamique qu'aujourd'hui, où on a un DMP qui est ouvert que si le citoyen en fait la demande. Là, l'inverse, c'est un principe d'opt-out. Les citoyens auront déjà un espace numérique de santé ouvert. Ils pourront s'opposer à son ouverture lors de leur première connexion, par exemple. Donc, déjà, le sujet de l'ouverture des DMP est derrière nous, si vous voulez, l'ouverture de ces espaces. Tous les citoyens auront accès à leur ENS. Le DMP sera en fait la brique de stockage des documents et des données de santé qui sera sous l'espace numérique de santé. L'espace numérique de santé, en gros, c'est un peu le front. C'est l'espace, l'interface patient de DMP qui va être élargie avec d'autres services socles. Donc, notamment l'agenda, que j'ai rapidement balayé juste avant. L'agenda sera une brique de l'espace numérique de santé. C'est en fait un fédérateur d'agenda. Ce n'est pas un endroit où les patients vont prendre des rendez-vous. On n'est pas là pour remplacer les acteurs de prise de rendez-vous, par exemple. On est là pour fédérer l'ensemble des rendez-vous qui auraient été pris par les citoyens sur une myriade de services de prise de rendez-vous. Aujourd'hui, vous êtes un hôpital A, vous avez pris un service A. Vous êtes un hôpital B, vous avez pris un concurrent d'un service de prise de rendez-vous, pas le même. Le citoyen, lui, pourra voir l'ensemble des rendez-vous qu'il aura pris sur l'ensemble des plateformes de rendez-vous à un seul et même endroit. Ce sera son espace numérique de santé. Ça permet aussi d'avoir une vue globalisée. Ils verront donc les citoyens les rendez-vous qu'ils ont pris sur les différentes plateformes, mais également les différents événements médicaux que vous pourrez pousser. Vous, en tant qu'acteur établissement de soins et médico-sociaux, vous pourrez également, via vos applications patients, vous savez, vous en avez, enfin voilà, c'est votre quotidien, les applications pourront également se connecter à cet agenda, bien entendu, et également pousser les rendez-vous, pousser les événements de santé, les rappels,
tous ces différents événements de santé là, qui m'échappent dans leur diversité, qui pourront être également fédérés au sein de cet agenda. C'est important que j'insiste là-dessus. Également au sein de cet espace numérique de santé, il y aura un store d'outils numériques. Donc les acteurs industriels, au sens industriel, tous les éditeurs de logiciels dont vous faites partie aussi, pourront prétendre à être présents dans ce store. Donc les citoyens, quand ils se connecteront à l'ENS, ils auront accès donc au DMP, à l'agenda et également à ce store. Ce store, c'est quoi? C'est comme un Apple Store, comme un Google Play. En fait, ils auront un catalogue d'outils numériques qui auront été référencés avec un process qu'on est en train de mettre en œuvre, un process lié notamment au respect des référentiels socles. Vous vous doutez de ce qu'on a vu juste avant. Et une fois que ces applications-là respectent ce cadre technique, on n'est pas du tout dans un cadre de fiabilité du contenu, c'est un cadre technique. Une fois qu'ils respectent ce cadre technique, ces outils pourront être référencés. Et la nouveauté, surtout, au-delà d'un simple catalogue statique, c'est que ces outils référencés pourront utiliser les services socles de l'ENS. Donc, pourront avoir accès aux documents en lecture et en écriture du DMP. Ça, c'est quand même majeur. Enfin, vraiment, c'est un changement de paradigme total par rapport à ça. Les patients deviennent le boss, le patient est le boss et donc contrôle ces données et peut du coup, sur les applications qu'ils téléchargent via l'espace numérique de santé, via le store, vous permettre à ces éditeurs d'avoir accès à telle ou telle donnée. Donc, c'est pas les applications référencées dans le store n'ont pas accès à tous les documents du DMP, ils auront accès aux documents et aux données santé que le patient voudra bien, consentira à leur donner accès en fait, dans une finalité qui devrait être claire. Et nous, par ailleurs, dans le process de référencement, on référencera sur la base aussi des finalités de collecte et des sujets liés au consentement d'accès à ces données. Donc ce store, c'est hyper important que vous sachiez qu'il existe et que vous mettiez un petit peu aussi en ordre de marche, peut-être, si ça vous concerne, bien sûr, d'être référencé. Donc c'est le process en cours de validation cette année et vous pourrez être référencé à partir du 1er janvier 2022. La messagerie professionnelle et citoyenne, la MSS, donc vous connaissez la messagerie sécurisée entre professionnels, j'y reviens pas, mais la messagerie citoyenne, cette fois-ci, c'est une nouveauté de la feuille de route. Dans l'espace numérique de santé aussi, les citoyens auront accès à une messagerie citoyenne. Donc, il sera possible pour les professionnels de santé d'envoyer des messages aux citoyens sur sa messagerie sécurisée citoyenne et non pas sur son Gmail. Et donc, le citoyen recevra les mails sur ce serveur mail-là qui sera dans l'espace numérique de santé. Sur le même principe que les messageries sécurisées de santé, pour ceux qui sont familiers à ces sujets-là, il y a un sujet autour d'un espace de confiance. En fait, je passe les détails techniques. C'est pas l'État qui développe une messagerie, c'est les acteurs de messagerie qui pourront, sous condition de respecter l'espace de confiance, donc un sort de référencement, pourront également être des acteurs de messagerie au sein de l'ENS. Bref, en tout cas, il y aura une messagerie citoyenne dans l'ENS qui sera sécurisée dans le même genre que la messagerie professionnelle. Donc les citoyens pourront aussi envoyer des messages aux professionnels de santé, d'ailleurs. Donc il y a vraiment un sujet important autour de cette ENS. Le pendant de l'ENS, c'est le bouquet de services professionnels que vous voyez en jaune sur la maison. Le BSP, qui s'appelle aussi BSP, quand vous le voyez dans les documents. Le BSP, c'est en fait un catalogue d'outils référencés pour les professionnels de santé. Avec cette facilitation d'authentification, les professionnels de santé pourront accéder à tel ou tel logiciel d'un switch, en fait. Ils pourront switcher d'un logiciel à l'autre. Et en fait, via des appels contextuels, ça facilitera, en fait, tous ces acteurs référencés au sein du BSP faciliteront la vie des professionnels. C'est-à-dire que quand, vous savez, aujourd'hui, vous êtes un professionnel de santé, vous utilisez un logiciel. Quand vous voulez ouvrir une autre plateforme de téléconsultation, télésuivi, téléexpertise, c'est pas les mêmes outils, il faut se reloguer, etc. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on mettait en place des SSO type Pro Santé Connect avec la ICPS, etc. Ben là, sur le BSP, ça sera vraiment du concret, c'est que le professionnel de santé pourra vraiment switcher d'un service à l'autre de manière fluide. Voilà. Le toit de la maison, c'est le Health Data Hub. C'est un sujet à part entière. Je ne vais pas le traiter aujourd'hui, mais vous savez ce que c'est. Et au-dessus, on a les différents nuages qui concernent à la fois le soutien à l'écosystème avec les programmes que vous connaissez autour d'Open, le SMS numérique, qui est un programme de soutien au développement numérique au sein des établissements médico-sociaux, qui a débuté avec la CNSA notamment, les programmes d'engagement avec le Conseil du numérique en santé, avec des actions liées à la formation, les ateliers citoyens, etc., qui permettent d'engager l'ensemble des acteurs autour de cette feuille de route. Et on a notamment mené des assises citoyennes, on fait des tests avec les utilisateurs pour préparer l'interface de l'ENS, on a mis en place un concours de start-up le talent de la e-santé, etc. L'évaluation, il y a un sujet avec convergence notamment. Je voudrais absolument vous partager ce sujet convergence. Convergence est une plateforme qui est développée par l'Agence du numérique en santé.
Convergence est un outil qui vous permet de mesurer, quand vous développez un système d'information en santé, un service numérique, vous allez dans Convergence et vous répondez à toute une batterie de questions qui balayent l'ensemble de cette feuille de route, tout ce qu'on a vu là, de manière un peu plus technique, bien évidemment. Et vous répondez à ces questions en déclarative et vous pouvez ainsi voir votre niveau de maturité par rapport à chaque bloc, à chaque référentiel. Et vous voyez où vous en êtes. Est-ce que vous êtes dans le vert, dans le orange, dans le rouge? C'est ça là. Et donc, l'idée, c'est de vous faire devenir convergent. Donc, vous allez détailler aussi votre plan de convergence. Comment vous allez faire pour devenir vert à tel horizon, le plan que vous proposez. Ces données de convergence sont récupérées par l'Agence numérique en santé et sont ensuite publiées. C'est-à-dire que tous les acteurs numériques en santé auront donc un profil convergence avec ensuite la publication de leurs résultats. Pas du plan de convergence, mais des résultats. Et convergence va devenir obligatoire. Donc l'ensemble des acteurs du secteur devront remplir convergence. Donc je vous invite à le faire au plus vite parce qu'aujourd'hui l'ANS, convergence n'est pas obligatoire et donc l'ANS a un peu plus de temps si vous voulez pour faire de la pédagogie, on va dire ça comme ça. Donc il y a des webinaires, etc. pour vous aider à remplir convergence. Aujourd'hui, plus d'une centaine, je crois qu'on est à 130 ou 150 acteurs sont déjà connectés à Convergence et plus de 70 ont déjà terminé de le remplir. Nous avons déjà publié les premiers résultats de Convergence. Convergence est rempli à la fois par les acteurs publics et par les acteurs privés. C'est important de vous le dire aussi. Les grades, les groupements régionaux d'appui et de développement de la e-santé, ont également renseigné l'ensemble de leurs logiciels, les outils qu'ils ont développés eux-mêmes, qui sont aussi éditeurs dans certains cas. Donc voilà, Convergence, c'est vraiment cet outil qui vous permet d'évaluer votre maturité. C'est important que j'insiste parce que c'est quelque chose qui va vraiment, je pense, vous occuper ou occuper certaines de vos équipes cette année. Dernier nuage sur le côté droit, c'est l'innovation, dans Genius notamment. Pour Genius, c'est quoi? Le guichet national de l'innovation et des usages en e-santé. C'est en fait tout simplement un nouveau service public à destination des industriels de la e-santé et notamment des nouveaux entrants des startups, mais pas que en réalité. Beaucoup d'acteurs utilisent Genius. Il se trouve que beaucoup d'acteurs, y compris de l'accompagnement, des cabinets de conseil, des incubateurs, des accélérateurs l'utilisent aussi. Parce qu'en fait, Genius, c'est quoi? C'est une nouvelle manière de lire cette feuille de route. On a tout repris de manière la plus fluide, la plus simple possible pour donner la facilité, l'accès à cette chose qui peut paraître des fois un peu imbuvable en fait pour les acteurs qui débarquent. Il y a une montée en compétences qui est très importante d'un coup avec plein de termes, plein d'acronymes, plein de structures différentes. Et les gens se posent des questions, la différence entre la HAS, la CNIL, la CNAM, l'ANS, la BPI, etc. Et donc les acteurs qui se lancent ont besoin de savoir un peu qui fait quoi dans cet écosystème, qui régule quoi, pourquoi faire, et ensuite quelle réglementation et qu'ils puissent ensuite creuser chaque réglementation. Donc on a mis aussi des pas à pas interactifs en ligne où vous pouvez répondre à des questions pour savoir quels sont les référentiels de cette maison qui sont applicables à votre projet, de manière indicative évidemment. Vous pouvez également accéder à l'ensemble des financements qui peuvent financer vos développements en tant qu'acteur privé. Vous pouvez également trouver les différents types de subventions, etc. Avoir accès à différents pôles de compétitivité qui vous accompagnent dans vos projets. Vous pouvez également vous abonner à un podcast tous les 15 jours d'un nouvel épisode qui présente les difficultés qu'ont rencontré les entrepreneurs ou des sujets importants à se poser quand on monte sa boîte ou son projet en e-santé. Voilà, c'est vraiment Genius, vraiment le facilitateur et le fait de vous faire gagner du temps dans vos projets et vous éviter d'être rebasculé dans 150 sites à des arborescences différentes, pas comprendre le lien entre les projets, les référentiels, parce que des fois, certains sujets sont portés, par exemple, l'INS est porté à la fois par l'Agence du numérique en santé, par le JE César Vital, il y a peut-être des interactions aussi avec la CNAM, il y a peut-être des interactions avec d'autres référentiels par derrière. Donc, du coup, ça peut vite devenir compliqué pour un acteur. Et donc là, on vous facilite la vie. Voilà. Vous avez notamment cette maison-là que vous voyez là sur Genius, les cliquables. Quand vous cliquez sur un endroit, vous êtes redirigé directement sur une page Genius, un digest de la réglementation, avec ensuite, pour en savoir plus, et toutes les questions aussi, une sorte de FAQ avec toutes les questions que vous pouvez vous poser et qui sont directement répondues par les différents acteurs en question. Et vous avez même le nom des chefs de projet de chaque action avec la possibilité de les contacter directement via Genius. Ils reçoivent un mail sur leur boîte mail et ils peuvent vous répondre ensuite. Voilà, donc on va chaque semaine, on rajoute des nouveaux services sur Genius. Là, on est en train de travailler avec les régions sur le fait aussi davantage régionaliser et de contextualiser à la maille de la territoire les acteurs qui peuvent accompagner les entrepreneurs, donc les acteurs publics. On est toujours sur des notions de facilitation de public. Et donc, vous pouvez avoir les pôles de compétitivité ou les acteurs subventionnés par l'État qui vous accompagnent, la BPI, etc. Donc, on va faciliter la vie des entrepreneurs aussi par les mises en relation régionales. Voilà, donc c'est peut-être un peu indigeste. J'ai essayé de faire sur certains sujets qui me semblaient peut-être vous concerner plus, mais je suis à votre disposition pour toutes les questions. Élodie,
Merci David. Bah, écoute, en tout cas, tu as été efficace comme d'habitude, puisque le temps imparti était un peu court. Donc, c'est effectivement, le but était quand même de présenter cette feuille de route schématisée avec bah, du coup, les routes, le référentiel socle, les services et les maisons. Donc, je pense que cette présentation très exhaustive, bien que rapide, mériterait d'être approfondie, mais on va prévoir d'autres webinaires de toute façon dans l'année, notamment celui du mois de mars sur Open. Mais bien sûr, je vous invite à aller vous inscrire, hein. Je crois qu'on s'abonne, on s'inscrit sur la plateforme sur Genius, notamment. Je crois que ça, on fait partie de la communauté. Moi, je me suis inscrite. On fait partie de la communauté et en plus, on peut être tenu informé justement d'actualité, de contenu. Donc, ça, c'est très intéressant parce qu'au-delà d'être une plateforme effectivement dédiée à l'innovation, comme l'a dit David, on a aussi accès à des ressources et de l'information sur l'ensemble de cette feuille de route. Hein. Donc, ça, c'est très intéressant. Je vous invite à y aller si vous voulez approfondir certains sujets. Donc, ce que je retiens certains mots-clés quand même, avant de laisser la parole à nos participants, c'est quand même, comme tu as dit, le patient qui va redevenir le boss de ses données de santé avec cet espace numérique de santé qui va lui permettre aussi, avec le store, de pouvoir choisir les applications qui vont accéder à ces informations et de façon interopérable pouvoir du coup partager des informations efficientes pour son parcours de soins et donc il va donner accès à ces informations à un ensemble d'acteurs et communiquer effectivement avec eux dans un espace de messagerie sécurisée. C'est pas mal, hein, parce qu'on est quand même tous d'accord que on communique encore et on reçoit encore des choses sur nos Gmail, sur des Hotmail, sur des choses comme ça. C'est vrai que ça manque par moment de sécurité. Alors, en tout cas, merci beaucoup, David, pour cette présentation très exhaustive. Je vais demander à notre organisateur, Clément, d'ouvrir les micros pour vous donner à tous la parole, puisqu'il nous reste une petite demi-heure d'échange. Voilà, donc si les uns et les autres, vous avez des questions à poser à David, notre intervenant, voilà, l'idée, c'est de faire cette dernière demi-heure, enfin, en tout cas, cette petite demi-heure de façon 20 minutes, même de façon interactive. Alors, est-ce qu'il y a des questions parmi nos participants? N'hésitez pas à vous manifester. Oui, pas bonjour. encore. Oui, bonjour. Je vais prendre le micro là. Oui, vous m'entendez? Oui, on vous Oui, entend. bonjour. Donc Elodie, bonjour David. Généralement, donc je m'occupe au niveau des EHPAD à La Réunion des projets numériques. Et je sais moi surtout intéressé par les obligations pour le médico-social dans les jours et mois à venir. Alors, on a parlé d'INS, mais qui pour moi est certes une obligation, mais qui est essentiellement touchée sur l'éditeur de logiciels qu'on utilise. Donc ça, nous attendons donc que l'éditeur se mette en règle au niveau de cette INS. Mais est-ce qu'il y aurait d'autres obligations, par contre, proches et propres au médico-social et pour les EHPAD en particulier? Alors, pour le médico-social, en fait, il faut savoir qu'il y a ce plan SMS numérique qui est un plan non négligeable puisque via le Ségur de la santé, il a été abondé de 600 millions d'euros. Donc, c'est quand même pas négligeable. Souvent, le médico-social est un peu le parent pauvre du numérique. Hein. Je pense que vous le savez mieux que On dit, quiconque. ouais. C'est vraiment un C'est ce secteur qu'on qui a dit, ouais. vraiment besoin d'être accéléré, c'est le moins qu'on puisse dire, et de prendre ce virage numérique. Donc, dans le cadre de ce plan-là, la maison que vous Ouais. voyez ici, cette feuille de route, a été déclinée sous forme d'une feuille de route spécifique au médico-social. Donc, vous retrouvez l'ensemble de ces éléments spécifiques au médico-social qui se situent sur cette feuille de route qui a été concertée, la concertation est terminée, et la feuille de route médico-sociale est sur le site de l'Agence du numérique en santé. Et donc, avec des sujets plus spécifiques médico-sociaux. Moi, je suis plus sur le sanitaire que le médico-social, donc je ne saurais pas vous détailler les spécificités de cette feuille de route. Néanmoins, elle est assez claire, donc je vous invite à consulter le document. Si vous avez des questions, au sein de ce document, il y a les contacts aussi, et au sein de Genius, vous avez aussi les contacts médico-sociaux. Vous pouvez également prendre contact pour poser vos questions sur ces sujets-là. Mais on est dans cette même logique qu'on appelle État plateforme, avec des fondations, avec des services socles, avec des plateformes numériques, puisque le médico-social aussi
fera partie intégrante de l'ENS. Hein. Donc, c'est un doublon. Voilà. Mais en fait, voilà. Donc, c'est juste sur la trajectoire médico-sociale, certains éléments sont reprécisés puisqu'on ne part pas du même niveau. Hein. Et donc, voilà. Et vous avez compris que pour le médico-social, donc certes, au-delà des sujets INS, je l'ai abordé rapidement tout à l'heure sur les sujets RPPS, FINES, etc. Hein, on va élargir les bases de données d'identification des professionnels et des établissements au médico-social aussi, afin que les éditeurs logiciels puissent plus facilement identifier les structures et les professionnels. C'est aujourd'hui un peu compliqué. Il y a beaucoup de professionnels du médico-social qui n'ont pas d'identification harmonisée. Mais là, vous devez mieux savoir que moi. Et donc là, il y a des gros travaux autour de ça. Donc, je vous invite à consulter cette trajectoire. Et également, si ça vous intéresse, aussi un des éléments de la feuille de route sur le médico-social qui répond peut-être pas exactement à votre question, mais ça permet de le mentionner. Et peut-être que vous l'avez déjà vu, c'est Structure 3.0 qui est dans le nuage innovation. Oui, parler, oui. Voilà. Et Structure 3.0. C'est un appel à projet d'établissement qui voulait se référencer. D'accord. Hein. Effectivement, c'est un appel à projet qui est annuel, donc il y aura encore lieu cette année, hein, c'est récurrent, et qui permet aux établissements, en fait, c'est un binôme entre l'établissement et un acteur d'innovation, et l'appel à projet permet de financer l'établissement pour s'équiper avec la solution numérique binôme du projet, de la candidature. Donc, et la liste a été publiée, donc les acteurs, là, ça y est, ont été publiés, les acteurs qui ont remporté l'appel à projet, et ça va être récurrent. L'idée, c'est vraiment de montrer que innover dans le médico-social, c'est possible, que l'établissement, certes, n'a peut-être pas toujours les moyens de se lancer, et ça nécessite aussi un petit coup de pouce, et c'est Structure 3.0 qui le permet. Et c'est à distinguer du plan ESMS numérique, qui est un plan très lourd, vous avez 600 millions d'euros, qui concerne aussi, d'ailleurs, vous invite à aller voir, hein, qui concerne aussi l'équipement en petit matériel numérique, parce que des fois, on a des établissements qui sont très mal aussi connectés tout simplement à Internet. Hein, donc là, on a des sujets aussi sur le SMS numérique qui sont des sujets aussi, entre guillemets, basiques, hein, des sujets de base, c'est pas la peine de monter une maison sur du sable. Donc là, on reprend les fondamentaux. Donc c'est pour ça que je vous redirige sur le document SMS numérique qui reprend tous ces angles-là. Alors, sur quel site peut-on le trouver, ce document, donc cette feuille de route spécifique sur le site de l'Agence du numérique en santé. De l'ANS, alors. Ouais. D'accord. Ou sur Genius. Si vous ne trouvez pas sur l'ANS parce que c'est trop compliqué, vous pouvez aller sur Genius et vous le retrouverez. Dans le vous cliquez sur soutien, ensuite accéder et vous trouvez normalement les éléments. Si vous ne trouvez pas sur ces deux endroits, c'est que ça craint un peu. Mais néanmoins, vous allez forcément le voir parce qu'il est. Mais si vous ne le voyez pas, vous pouvez aussi accéder bien sûr sur le site de la CNSA. D'accord. Super. Merci David. Merci Gérard, pardon. À très bientôt. D'autres questions d'un participant? N'hésitez pas. Alors moi j'ai une question, mais j'attends de voir si certains d'autres. Alors peut-être en attendant que certains se manifestent, tu as parlé tout à l'heure, David, donc de convergence, de l'outil de test convergence, donc qui va être bientôt obligatoire, c'est-à-dire que chaque établissement, chaque professionnel de santé va devoir tester sa convergence avec des référentiels. Tu m'arrêtes hein, si je me trompe, enfin en tout cas des référentiels applicables aux acteurs de santé en matière de quoi? De sécurité, de confidentialité, d'efficience, de professionnalisme. Convergence, c'est ni plus ni moins que ni plus ni moins, c'est simpliste. Derrière, il y a un très gros travail de l'équipe de l'Agence du numérique en santé pour développer l'outil qui a vocation à être le plus simple pour vous et qui est pour les éditeurs de logiciels. Hein. Donc, les éditeurs de logiciels, publics ou privés, se connectent sur Convergence et répondent aux différents critères qui concernent ces briques-là. Donc, par exemple, on leur demande où ils en sont de la mise en place de l'INS, par exemple. Différentes réponses, différents niveaux de seuil. En gros, ça va de je ne l'ai pas du tout implémenté jusqu'à je l'ai mis en place avec le référentiel d'identité-vigilance qui va bien avec, etc., etc. Donc, il y a des gradations par brique. Donc, il y a une ou plusieurs questions par item de ce que j'ai présenté. Et vous avez les différents niveaux de réponse de je ne l'ai pas fait à je l'ai fait parfaitement, quoi, en gros. Et vous répondez à ces questions-là. Et ensuite, vous voyez votre niveau par rapport au vert, orange, rouge. En fonction, quand vous répondez, vous voyez vite si vous êtes dans les clous ou pas encore. Mais c'est normal que vous ne le soyez pas encore. Hein. C'est le but de ça, de cette épidémie de convergence.
convergeaient tous vers du vert. Et le vert, il n'est pas forcément toujours au niveau le plus important. Enfin, bien sûr, le niveau important est vert, mais on peut aussi avoir des niveaux intermédiaires qui soient acceptables en l'état. Donc, vu les secteurs et vu vos prérequis. Donc, Convergence, c'est vraiment un outil qui vous permet de mesurer votre niveau de maturité à la doctrine de cette feuille de route du numérique en santé. Mais absolument pas du tout à des sujets de performance. Ça n'a rien à voir avec Open, ça n'a rien à voir avec d'autres programmes de la DGOS, etc. On est sur des sujets de système d'information pur et dur et de l'ensemble des référentiels et des services SOC que je vous présente. D'accord, très bien. Donc, en fait, effectivement, quelque part, je veux dire, les acteurs de santé qui vont faire le choix d'éditeurs dans l'avenir vont sans doute exiger, ou en tout cas vérifier le niveau de convergence. C'est fortement recommandé, j'imagine. Oui, c'est obligatoire. Donc, en fait, le fait de remplir Convergence va devenir obligatoire pour les éditeurs. Les résultats vont être publiés et vous, acheteurs, pour ceux d'entre vous qui sont du côté un peu acheteur, vous pourrez savoir un peu le niveau de convergence de vos prestataires, connaître le niveau de convergence de vos prestataires. Et on étudie la possibilité aussi de voir comment vous pourrez aussi, de votre côté établissement, signaler le fait que, en fait, concrètement, vous avez testé cet outil. Effectivement, c'est faux. Enfin, voilà, c'est pas ce niveau-là que vous avez vu quand vous l'avez implémenté dans votre établissement. Voilà. Donc, il y a probablement la possibilité pour vous en tant qu'établissement aussi, mais ça, c'est en cours de réflexion. D'accord. C'est intéressant parce que nous, chez My Data Solutions, quand nous intervenons sur un établissement de santé, en conseil RGPD, bien sûr, quand on intervient en amont sur la question de choix d'un éditeur en santé, nous, on évoque des questions aussi également de conformité RGPD, des fonctionnalités et de la relation contractuelle avec l'éditeur. Du coup, ça veut dire que nous-mêmes, dans notre pratique professionnelle, il faudrait qu'on ait un réflexe aussi de se dire, quand on est sollicité ou quand on accompagne un délégué à la protection des données, un DPO dans un établissement sur le choix d'une nouvelle solution éditeur, de penser à intégrer dans le choix d'éditeur des critères qui ne sont pas non seulement RGPD, mais aussi qui tiennent compte du test de convergence. En fait. Tout à fait, oui. Les éditeurs vont connaître Convergence. Enfin, là, en ce moment, on les contacte de manière très proactive en passant en fédération, qui ont fait un travail énorme, parce que Convergence, derrière, c'est déjà un très gros travail de l'équipe de l'Agence du numérique en santé qui a développé la plateforme en quelques semaines, mois à peine. Une plateforme qui fait quand même un peu papa-maman sur la doctrine technique, donc c'est un peu la fait travailler sur la conception de la plateforme, mais aussi sur les questions. Les fédérations, avec certains éditeurs, ont travaillé aussi cet été sur une première version pilote de Convergence en redéfinissant les fonctionnalités, les terminologies, les questions qui sont posées qui n'étaient peut-être pas tout à fait claires ou besoin d'approfondissement, etc. Et il faut savoir que quand vous remplissez Convergence aussi, il faut préciser, sur chaque question, vous avez également le lien direct sur la doctrine technique du référentiel en question et des liens vers Genius aussi pour que vous puissiez approfondir des sujets. Voilà. Parce que Convergence, quand vous allez sur Convergence, vous pouvez faire un mode brouillon aussi. Vous n'êtes pas obligé d'aller sur Convergence, répondre tout d'un coup et puis ça ne peut pas directement. Vous êtes en Convergence, vous testez un peu l'outil en tant qu'éditeur, vous remplissez et puis vous pouvez enregistrer mais pas publier. C'est seulement quand vous publiez ces résultats sont publiés. Et sinon, vous pouvez continuer en mode bac à sable, tester l'outil. Et donc, c'est pour ça que j'invite vraiment les éditeurs à s'approprier l'outil, les questions, les référentiels, parce que remplir Convergence, ça prend pas 2 minutes. Évidemment, il y a des référentiels que les éditeurs ne connaissent pas, il y a des choses qu'ils ne savent pas, ils savent peut-être pas que le CGTS avec le SMT existe, voilà, et donc ils vont répondre peut-être, il faut qu'ils aillent se renseigner. Pour la messagerie citoyenne, ils savent peut-être pas de quoi il s'agit. Enfin, voilà, ce genre de sujet, c'est normal, c'est pas encore lancé, je dis un peu comme ça, mais typiquement, c'est important, ça peut prendre plusieurs heures / journée, donc c'est important qu'ils se mettent au plus tôt. Donc pour info, nous, les premiers chiffres que l'équipe Convergence nous dit, c'est une bonne demi-journée pour les éditeurs qui connaissent déjà un peu les sujets référentiels, ça prend une bonne demi-journée, 4 heures, 5 heures à peu près. Et pour des startups qui sont à la pointe des sujets, de ces sujets-là, ou qui sont une petite équipe rapide et voilà, et assez mouton à 5 pattes, ils peuvent mettre 1h30. D'accord. Entre 1 heure et 2 heures. Mais après, il y a des structures beaucoup plus grosses, des grands groupes, et là, ça nécessite c'est plutôt l'organisation interne de la remontée des informations de conformité qui prend du temps. Quand évidemment vos équipes sont saucissonnées à la maille de différentes fonctionnalités, ça prend plus de temps que quand il y a un CTO dans la boîte qui fait tout. Là, le gars, il peut remplir directement facilement. Oui, d'accord.
Ok, bon, bah, c'est intéressant. Ok. Des questions dans les participants? Les gens sont timides, ils n'osent pas. Alors moi j'ai du coup une autre question, David. Tu nous as parlé dans la base référentielle socle là tout à l'heure de France Connect et Pro Santé Connect. Euh, par rapport à ce finalement à leur fonctionnement. Alors moi je connais France Connect, peut-être pas encore assez Pro Santé Connect, mais j'imagine que c'est la même chose que pour finalement c'est aspect professionnel de santé en fait, hein, c'est ça. Je vois par exemple dans le médico-social, notamment pour les CCAS, il y a un dispositif qui a été développé par la DINSIC qui s'appelle Dites-le nous une fois, et qui permet du coup, quand on se connecte, quand finalement le professionnel du CCAS qui accompagne un bénéficiaire veut avoir des informations sur ce bénéficiaire pour lui octroyer des aides ou autres, se connecte effectivement avec son logiciel éditeur qui normalement doit être qui doit justement avoir une interface API pour communiquer avec France Connect et accède du coup aux informations consolidées qui proviennent de différents organismes sociaux. Et ça évite de redemander des informations du coup aux bénéficiaires. Donc j'imagine que ça va fonctionner à peu près de la même manière sur l'aspect santé également. Oui, enfin, on n'est pas dites-le nous une fois, hein, c'est pas le concept Oui, de Pro Santé non, Connect. Pro Santé Connect, c'est juste un fédérateur d'identité. C'est d'accord, la possibilité d'avoir une sorte de SSO qui permet d'un clic, mais c'est ce que tu disais avec un France Connect, avec la possibilité d'un clic de s'authentifier. d'accord, Parce que la personne a déjà rempli une fois son Pro Santé Connect correctement avec sa ICPS, etc., etc. Donc, vraiment, d'accord, d'accord. Et c'est alors, vraiment ça. par exemple, un prérequis dans la démarche d'accès aux données en une seule fois, là, dont je viens de te parler, pour un établissement social, c'était au moment de la connexion, obligatoirement pour aller plus loin, pour avoir accès aux informations, l'établissement doit renseigner l'existence d'un DPO, d'un délégué à la protection des données, et qui est ce DPO. Est-ce qu'on a ce genre d'obligation sur ProSanté Connect pour un établissement de santé, par exemple? Est-ce qu'ils doivent, entre guillemets, montrer patte blanche en matière de sécurité et de confidentialité avant de. Bah, il y a la carte, enfin voilà, il y a des systèmes d'authentification, on va dire. Est-ce qu'en termes d'accès à la donnée, est-ce qu'ils doivent montrer qu'ils ont effectivement des démarches internes, RGPD, DPO, etc. Aucune idée. Aucune idée. Ah, je Je t'ai connais posé pas une colle. je connais pas les champs. Ah, Je ça connais serait pas intéressant. c'est pas moi Je qui m'occupe, regarderai. je pilote pas le projet Pro Santé Connect, donc je connais pas assez finement le sujet des champs qui sont demandés lorsque Pro Santé Demandez. Connect est complété pour D'accord. la première fois. Bon, bah, Néanmoins, comme tu le vois, tous les sujets de la sécurité sont au-dessus d'un terme qui s'appelle politique générale de sécurité des systèmes d'information en santé, qui est en dessous et qui concerne des sujets autour de la confidentialité, l'intégrité, la ouais. disponibilité des données et les principes de base de la sécurité d'un système d'information avec l'hébergement de données de santé à côté, vous voyez. Donc évidemment, ça sont des prérequis, mais je ne sais pas dans quelle mesure Je ils supposais. remontent Ouais. sur ProSanté Connect et quel est leur lien, si ce n'est le fait que tout est enfin, il y a des choses qui sont déjà opposables aujourd'hui et les choses vont être rendues opposables demain. Mais je ne connais pas le lien d'interdépendance. Par contre, le lien entre ProSanté Connect, ICPS, il est clair. Le lien entre ProSanté Connect et RPPS, Finesse, il est clair aussi. C'est des sujets, tout ça c'est lié. C'est un bloc D'accord. d'identification et d'authentification des professionnels de santé. Après, le lien avec le RGPD, il est implicite. Enfin, voilà. Est-ce qu'il est Oui. formalisé dans une question qui est posée ou pas? Je ne suis pas sûr que la question soit D'accord. posée. Mais comme les sujets sont un peu liés, France Connect et ProSanté Connect ont été développés un peu de la même manière, il n'est pas exclu que ça soit de la même manière. Donc, je ne vais pas dire de conneries, je ne sais pas. D'accord. Non, mais c'est intéressant. Mais en tout cas, oui, on imagine que c'est sous-tendu. Est-ce qu'il y a effectivement une action positive et on doit renseigner ou autre? Effectivement, là, ce serait à vérifier. Ouais. Ok, d'accord. Sachant que bon, sur le webinaire que nous organisons MDS au mois de mars, on va parler aussi du projet Open. Et là, par contre, dans les référentiels, beaucoup d'établissements nous sollicitent en ce moment parce que bah, il faut, pour ceux qui n'en ont pas, avoir un DPO. De toute façon, c'est un prérequis aussi en matière de sécurité et de confidentialité. D'accord. Ok, ok, ok. Et je vois que Clément dit qu'il y avait quelqu'un qui avait une question sur la messagerie sécurisée de santé. Très Euh, bien. Oui, je reviens donc sur ce sujet de la MSS, qui est donc une brique a priori donc, de ce service socle. Est-ce qu'on a le choix ou pas de cette MSS? C'est-à-dire que
comme le DMP qui, lui, est porté par la Sécu et qui donc démarche par la CGSS, est-ce que cette messagerie sera portée aussi par un organisme qui sera unique? Alors, du coup, vous faites repréciser ce que tout à l'heure j'avais essayé d'aborder rapidement et de manière pas claire. En fait, la messagerie sécurisée pour les professionnels de santé, aujourd'hui, elle existe. Hein. Tout à fait. Dans vos établissements, vous la mettez en œuvre. En fait, vous savez, vous avez le choix. En fait, la messagerie sécurisée, c'est une sorte d'univers, on appelle l'espace de confiance, qui est cadré par l'Agence du numérique en santé et qui permet de référencer des acteurs qui développent des messageries. Donc, en fait, tout un écosystème d'acteurs privés a créé des services de messagerie sécurisée et qui sont, si vous voulez, agréés, enfin voilà, espaces de confiance messagerie sécurisée qui peuvent se revendiquer des messageries sécurisées de santé. Et donc, vous avez une liste d'acteurs qui sont des opérateurs, on appelle ça des opérateurs de messagerie sécurisée de santé, et qui sont des acteurs privés. Donc effectivement, demain, un nouvel acteur se lance, après-demain un autre, et sont référencés. Dès l'instant où ils sont référencés comme étant dans la liste positive des opérateurs de messagerie sécurité santé, vous pouvez les utiliser. Il y en a un qui est un acteur qui a été développé par la puissance publique au début pour lancer le projet, qui s'appelle Mailise, je crois. Mais il existe plein d'autres acteurs qui développent des messageries sécurité santé. Ce ne Ça sera répond pas à votre donc question, mais vous avez le choix. un éditeur logiciel Pardon? cette année. En fait, j'ai pas entendu la moitié de la question, ça a coupé. Effectivement, Ah zut, de l'éditeur du logiciel. on a reperdu Gérard. En fait, la messagerie, là j'ai entendu la question. Et Ah. donc, on n'a pas tendance à, nous on est vraiment dans une logique d'État plateforme, c'est-à-dire que les acteurs privés, c'est eux qui font les services à valeur ajoutée. Donc la messagerie, concrètement, le client de messagerie, il va être développé par un acteur du monde du privé. Il sera référencé comme un opérateur de messagerie, si vous voulez. Voilà. C'est lui qui va vous développer cette messagerie-là. C'est pas, c'est pas n'importe qui développe des messageries sécurisées santé. Et l'État n'a pas vocation à rationaliser avec un seul opérateur. Il y a plusieurs opérateurs de messagerie sécurisée de santé. Et voilà. Donc du coup, à vous de choisir ceux qui sont vraiment dans cet espace de confiance messagerie sécurisée de santé. Il y a un petit logo, etc. Mais je n'ai pas d'autres éléments. Voilà. Je sais pas si ça va répondre à votre question, mais on n'a pas vocation à rentrer sur ce secteur-là. Et au contraire, il avait été mis en place au début avec notamment Mailise, qui était un acteur public de messagerie sécurisée de santé, un opérateur public, mais il y a d'autres opérateurs qui se sont lancés ensuite, et tant mieux. Voilà. Merci David pour ta réponse à cette question. Merci Gérard pour ta question. Voilà, super. Alors, on arrive presque au terme de notre heure de webinaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions des participants avant que l'on se quitte? Clément, est-ce que tu vois d'autres questions qui apparaissent dans le chat? Peut-être pas. Alors, peut-être dernière petite question, David, avant que nous nous quittions, parce que là, cette présentation nous montre quand même tout le poids du numérique en matière de système de santé en France, d'accompagnement et d'accès aux soins. L'espace numérique de santé, si j'ai bien compris, va être ouvert automatiquement pour chaque citoyen en opt-out. Pas très RGPD tout ça. Je rigole. C'est très bordé, hein, c'est la loi qui le demande. Oui. Non, je rigole, mais c'est juste l'opt-out qui m'a fait réagir. Non, ce que je veux simplement dire, c'est qu'effectivement, moi, je trouve ça super. Quid des actions prévues pour sensibiliser les patients, les usagers à ce futur espace numérique de santé, parce que bon, nous, on a peut-être, certains d'entre nous, on a l'habitude d'être connectés, d'être ultra connectés. Il y a toute une partie de la population qui ne l'est pas forcément. Comment matériellement l'accès à cet espace numérique de santé a été envisagé par les pouvoirs publics, par le ministère de la Santé? Bon, il y a un sujet autour de l'effracture numérique qui existe. On a mis en place un groupe de travail sur les fractures numériques
sur ces sujets-là. Il y a à la fois des sujets, qu'on les met au pluriel, parce qu'il y a des sujets d'électronisme, il y a des sujets d'accès aussi au réseau, puis il y a des endroits avec des zones blanches. Et il y a pas mal de sujets sur ce point-là, d'équipement aussi. Il y a plein de types de fractures numériques différentes. Donc on y réfléchit, et notamment qui est un projet qui se met en place suite à ces groupes-là qui se veulent très opérationnels. Hein. On a mis en place un partenariat. Ma collègue Giovanna Marsico, qui est la déléguée au service public de l'information en santé, qui a mis en place un partenariat autour de la formation des citoyens au numérique en santé pour qu'ils puissent davantage être formés sur ces sujets-là et l'enjeu autour des données, etc., pour que toutes les personnes les plus éloignées du numérique, donc là, qui est en partenariat avec des associations, il y a un POC qui se fait au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes sur ces sujets-là. Et sur le sujet carte blanche, zone blanche aussi, une carte entre déserts médicaux et zone blanche a été mise en place avec l'ARCEP. Il y a des travaux qui sont menés là-dessus aussi pour intensifier l'équipement et l'accès au numérique au plus grand nombre avec des débits corrects et convenables pour faire de la téléconsultation, etc. C'est la moindre des choses. Donc voilà, ces sujets sont pris en main par différents acteurs qui ne sont pas toujours la DNS, parce que la DNS, on est une petite équipe, on est là pour piloter cette feuille de route, et ensuite, certains acteurs vont également s'approprier certains sujets, notamment autour de fractures numériques, autour des sujets de formation. On a d'ailleurs, entre parenthèses, une action aussi formation autour des professionnels de santé. Eux aussi, parfois, sont un peu éloignés de certains sujets numériques, ou en tout cas qui ne sont pas vus pendant leur formation en santé. Et donc là aussi, on a une action là-dessus. On a mis en place un groupe de travail. Là, c'est moi qui supervise ce groupe. Et on réfléchit à un procédure de valorisation des compétences des étudiants dans le cadre de leur formation numérique en santé, afin qu'à la fin de leur parcours, ils aient pu valoriser ces compétences-là et qu'ils puissent sortir en ayant les idées au clair. Ah, bah super. OK. Bon, bah écoute, super. Merci beaucoup, David, pour toutes ces informations et ta participation. Nous arrivons donc au terme de ce webinaire. Je vais remercier tous les participants qui nous ont rejoints et ont écouté avec attention ce développement sur la feuille de route du numérique en santé à l'horizon 2022. Merci beaucoup à toi, David, de toutes ces informations, cet éclairage et surtout cette explication de cette cartographie de cette maison. Je pense que ça paraît maintenant beaucoup plus clair pour tous, ou en tout cas, ça nous apporte des compléments d'informations pour ceux qui en avaient déjà, acteurs de santé, pas mal, mais qui avaient peut-être besoin d'une vision synthétique, comme tu viens de le faire, David. Merci beaucoup. Moi, je vous invite aussi à aller sur la plateforme Genius, hein, parce que j'y vais régulièrement et je trouve qu'on y trouve énormément d'informations et c'est très, très intéressant. N'hésitez pas également, si vous souhaitez donc contacter My Data Solutions, donc vous pouvez me joindre également donc par téléphone ou par mail 06 92 53 82 17 ou sur ma messagerie royer@mydatasolutions.fr. Ce webinaire est enregistré, donc sauf contre avis de certains participants, mais de toute façon, votre visage n'apparaît pas, il n'y a que la voix qui est bien sûr enregistrée. Nous allons diffuser ce webinaire sur nos réseaux sociaux, LinkedIn et sur notre site My Data Solutions. Donc, je vous invite en tout cas à le réécouter si vous le souhaitez pour reprendre toutes ces explications très, très intéressantes que nous a donné David. Et je vous remercie tous. Merci David à toi et puis à très bientôt, hein, je l'espère, peut-être pour un prochain webinaire. On a vu qu'il y avait quand même pas mal de sujets à développer. Donc le prochain au mois de mars que CANIM MDS sera sur le projet Open. Et au mois de février, mais je vous communiquerai tous les dates, notamment sur notre LinkedIn My Data Solutions. Nous avons au mois de février un webinaire sur les moyens de répondre au recrutement de métiers en tension dans le secteur de la santé grâce au numérique et grâce à des applications avec Édouard Alexandre Bounet qui est start-upper de la structure MStaff qui facilite justement les recrutements dans le secteur hospitalier, notamment sur les établissements de santé. Donc, merci à tous. David, je te remercie de ta participation. Je te dis à très bientôt et je vous dis tous à très bientôt pour notre prochain webinaire. Merci. À bientôt. Merci, David.
Merci à tous, à très bientôt.